Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau podcast OVNI. Je suis vraiment très heureux, Ronan Lemoyle, de te retrouver. Ça fait 5 ans. Et oui Arnaud, ça qu'on fait s'est 5 pas ans. vu. Bonjour à toi, ça fait 5 ans, juste à la fin du Covid, ou pratiquement au milieu, je ne sais plus exactement. Exactement. C'était après le deuxième confinement, c'est peut-être comme Ouais, ça qu'on va exactement, s'en c'est ça, rappeler. ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un des patrons pour moi emblématiques. D'abord d'une des grandes banques françaises, c'est ça, Crédit Mutuel Arkea. Ouais, exactement. Ouais. Et ensuite, tu as créé ta propre société de gestion, Épopée, Exactement, une peu gestion. avec un entrepreneur, Ouais. Charles Kabilik. Exactement. Et notre première finalement rencontre a été liée à mon intervention sur un festival que vous avez en parallèle des Vieilles Charrues, qui s'appelle le West Web Festival, Exactement, c'est ça, tu as une très bonne mémoire. où j'étais venu finalement faire le chroniqueur de Tay Chris, un champion du monde de roller qui a lancé une très belle société qui s'appelle On-Off, qui fait un peu plus de 30 millions d'ARR aujourd'hui. Et vous nous aviez gentiment invités en Bretagne. Ça doit remonter Sous le soleil. Sous le soleil. Il faisait très très beau et on vrai, avait même fait des crêpes avec Teg. On avait fait un atelier crêpes. Donc ça devait être 2017-2018, quelque chose comme ça. Et donc, pour te donner le contexte, avec mon associé Mathieu Stéphanie, que tu connais bien, avec qui tu as enregistré un épisode que je recommande, de Génération Do It Yourself. On a lancé il y a 2 ans, finalement quelques mois après la création de notre société de gestion OVNI Capital, ce podcast où on invite des gens qu'on apprécie, dont on respecte le parcours et qui nous apprennent des choses, même si on ne se voit pas, on se suit sur les réseaux sociaux, on se parle des fois par téléphone, on a des contacts avec des équipes, je pense à Sébastien à qui je fais un clin d'œil, ou Camille. Et donc, l'objectif de se re-rencontrer, c'était de raconter l'épopée que vous avez créé avec tes associés, cette croissance assez rapide des équipes. Je pense que vous êtes plusieurs dizaines de collaborateurs. Aujourd'hui, on a 800 millions d'euros d'encours. Aujourd'hui, on est parti de pratiquement zéro, il y a 5 ans à peu près. Ce qui est une des probablement plus fortes croissances qu'une société de gestion ait connue ces 5, 10, 15 dernières années. Je ne sais pas dire, on n'a pas regardé. Objectivement, c'est une forte croissance. Après, je ne sais pas dire, on n'a pas été voir, on n'a pas été de se comparer aux uns aux autres. On a en tout cas voulu croître assez rapidement, effectivement, pour être capable d'avoir une plateforme, on y reviendra peut-être, mais une plateforme d'investissement tout autant que des fonds de gestion. Voilà, c'est pour ça qu'on était assez vite. Génial. Est-ce qu'avant de... Je vais donner le programme et rentrer dans le vif de cet épisode. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler de votre ancrage régional, mais d'aller aussi dans le détail de comment se déroulent les processus d'investissement. Parce que vu que vous avez plusieurs fonds, j'imagine que pour toi, tu dois jongler parfois d'un thème à l'autre. On parlera un peu plus des fonds Digital Tech, parce que c'est quand même nous, notre ADN chez OVNI, de l'accompagnement que vous faites aux entrepreneurs. Et puis, j'aurais du mal à ne pas parler de certaines de tes passions, comme le vélo, que j'ai trouvé inspirante. Et c'était l'objet de nos discussions, et savoir ce que ça t'a apporté aussi, ce background de sportif. Je ne vais pas être très original, tu sais, Mathieu, à cette phrase toute faite où il propose à ses invités de se présenter. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Comment tu te décris aujourd'hui, Ronan ? Alors, c'est intéressant parce que je ne vais pas refaire ce que j'ai fait chez Mathieu, mais chez Mathieu, je m'étais présenté de 2 manières et je ne garde plus que la deuxième maintenant. La première était plus corporate, on va dire. La deuxième manière dont je me présente, c'est de dire je suis un breton finistérien de Brest qui a 53 ans aujourd'hui, qui est marié, qui a 2 enfants, qui a toujours été passionné par son territoire, l'entrepreneuriat et le sport. Le sport, j'en ai fait très jeune, assez haut niveau jusqu'à mes 20 ans. Mon territoire, j'y ai toujours vécu ou presque. J'ai fait quelques incartades à Paris, j'ai vécu par Brie quelques années. Et puis l'entrepreneuriat, je suis venu peut-être un peu plus tard. Et en tout cas, c'est ce qui aujourd'hui me tient le plus à cœur. Et depuis maintenant 5 ans, avec Charles, mon associé, et une quarantaine de personnes, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'effectivement, les boîtes de ce beau pays deviennent encore plus florissantes, encore plus grandissantes, et qu'on essaye effectivement de répondre aux grands enjeux que sont les nôtres, économiques, sociétaux, écologiques également, par l'investissement et l'accompagnement. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de le faire avec passion. Et si je devais finir peut-être de me définir, je dirais que je suis quelqu'un qui a pas mal de défauts, mais j'ai une qualité, je pense, j'ai beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de traction. Et ce que j'observe, et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai quelques amis qui sont encore un peu plus âgés que moi et on peut garder une âme de cadet très longtemps. Donc, je vais essayer de garder cette âme de cadet très longtemps.
On parlera des défauts tout à l'heure. Si tu devais résumer en quelques minutes la stratégie que tu as eue, moi je t'ai connu vraiment au tout début de cette aventure épopée, la vision d'Épopée Gestion, voilà, comment vous avez créé cette place unique et assez forte en 5 ans. Ouais. En fait, avec Charles, on ne s'est jamais perdu de vue. Charles et moi, on s'est connus en 1995, donc au millénaire dernier, quand on était l'un et l'autre chez Arkea. Il lui est resté, 4-5 ans, il est parti, créer des boîtes, et moi, j'y suis resté 25 ans. On a toujours resté connectés l'un à l'autre, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir cette envie de quitter Arkea pour une autre aventure, on s'est retrouvés et on a échangé sur ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on voulait faire, finalement, était assez simple. En tout cas, vu d'aujourd'hui, ça paraît à la fois évident et simple. C'est qu'on avait observé, j'ai envie de dire de manière assez banale, que dans notre beau pays qui est la France, un pays, une terre d'entrepreneurs, il y a malgré tout une très grande concentration dans les grandes métropoles des personnes, des agents économiques, de la pollution, des maladies, si on repense au Covid. Et donc nous, on voulait répondre aux enjeux qui étaient ceux observés en 2020 à notre manière. Et ces enjeux, c'était les enjeux de création de valeur, c'était les enjeux de croissance des territoires et de durabilité, c'est les enjeux de société. Et on s'est dit, on va faire ça d'une manière assez simple qui nous correspond bien. On va créer une société, une entreprise qui va à la fois investir et accompagner. Investir du capital, le côté société de gestion, accompagner les entrepreneurs, les aider à aller plus vite, plus haut et plus loin en leur apportant du savoir-faire. Donc Épopée Gestion est née de cette idée simple en disant la meilleure réponse finalement aux grands enjeux écologiques, sociétaux, économiques, c'est de faire en sorte de faire émerger les champions en région. Et c'est né comme ça. Comme tu le disais, on en a parlé à l'époque, par d'abord un fonds de VC, puis 2. On a 80 millions d'euros sous gestion. Et assez vite, on a été sur d'autres stratégies, CapDev, immobilier, infra, en ayant à chaque fois cette approche qui est pour moi évidente, c'est identifier un problème lié au territoire et y apporter une solution par l'investissement et par l'accompagnement. Donc voilà comment on a construit de manière, j'ai envie de dire, assez basique, mais malgré tout avec quelque chose qui fait beaucoup de sens, l'histoire d'Épopée Gestion il y a maintenant 5 ans. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié lors de nos premiers échanges, c'est effectivement cette volonté d'avoir plusieurs piliers. Et ce que j'ai trouvé remarquable de ma fenêtre, c'est que effectivement, tu as 10% aujourd'hui de ton AUM qui est lié au venture et qui était un peu ce pied à l'étrier et ces premiers fonds que vous avez gérés. Mais tout de suite, tu as recruté des vrais talents dans chacune des branches et un peu des piliers d'Épopée Gestion. Est-ce que tu peux nous parler de ces autres piliers rapidement, l'infra, l'immobilier, et comment vous avez monté ces fonds et monté ces équipes? Comme je te disais, très bonne question. Comme je te disais, en fait, on a identifié un problème, apporté une solution par l'invest et l'accompagnement. Bon, sur le VC, je fais d'un très rapide, mais tu connais ça comme moi. En région, des grands talents, des porteurs de projets formidables, mais souvent un manque de capital, un manque de réseautage, un manque de capacité à se connecter aux bons écosystèmes, alors même que main-d'œuvre moins chère, turnover plus faible, la technologie s'affranchit les distances. Donc c'est comme ça qu'est né le VC de manière assez évidente, j'ai envie de dire. Le CapDev, c'était un peu différent. Le CapDev n'était pas dans notre esprit à l'époque. Et moi, en février 2020, quand je discute avec pas mal de gens depuis ma chambre, puisque à l'époque, on est tous confinés, je discute avec notamment Nicolas Dufour, et Nicolas me dit il y a un grand sujet sur les PME. Et Nicolas, il n'a pas changé beaucoup depuis. On l'entend encore aujourd'hui en parler beaucoup. Il faut absolument qu'on recrée des champions partant de PME qui deviennent des belles ETI en France. Et donc, on se dit, nous, on a un truc à faire. On va apporter ce capital et cet accompagnement pour que demain, les grands groupes, pour autant que je connais bien, Samsic, Rouleau, Le Duf, avec le groupe Le Duf, Roulier et quelques autres, fassent des émules et qu'on ait des petites PME qui, accompagnées à coût de capital et d'accompagnement opérationnel, grandissent. Donc cette idée-là, elle est née comme ça, un fonds de 110 millions d'euros aujourd'hui. L'immobilier, c'est encore plus basique. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie difficulté pour des entrepreneurs à la fois se concentrer sur le développement de leur outil de production et à la fois à porter souvent eux-mêmes sur leur bilan leurs actifs immobiliers, alors même que ce n'est pas vraiment leur vocation. Donc on a monté un fonds de sell and leaseback pour faire ça, qui rachète et loue à des entrepreneurs des actifs que des grands preneurs ne voudraient pas acheter parce que trop petits et qui en même temps peuvent être une base d'investissement intéressante. Et puis l'infra est né d'une rencontre avec un de nos investisseurs qui avait investi dans le fonds de VC. Il nous a parlé d'une boîte qui faisait des cargos à voile à Lorient, Zéphyr et Boré, et qui est à la fois quelque chose qui fait de la durabilité, qui embarque des technologies, des filières françaises importantes, les voiles métalliques, l'intelligence artificielle. Et donc, on s'est dit, il y a un truc à faire, c'est créer un fonds Next Gen Infra. Donc, tu vois, c'est à chaque fois un problème identifié sur le territoire, une solution par l'investissement et par l'accompagnement. Et puis, forcément, c'était ta question, des talents qu'on va chercher parce que moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais je ne suis pas un spécialiste du capital investissement au sens PME, je ne suis pas un spécialiste de l'infrastructure. Donc, on a été chercher les talents, et l'immobilier non plus. On a été chercher des talents pour faire ça. Merci pour ce partage.
toi, aujourd'hui, quand tu chapeautes ces 40 personnes, et moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que quand on s'est vu, je pense que vous étiez 5 ou 6. Ouais, à peu près, ouais, je crois. Comment tu jongles entre ces différents comités d'investissement? C'est pas du tout pareil d'être membre d'un comité d'investissement dans un fonds de venture sur de l'infra ou sur de l'immobilier. C'est des réflexes différents. Comment vous articulez ça? Tu fais confiance à tes partenaires et tu viens jouer justement ce rôle, pas de poil à gratter, mais de personne qui challenge, qui vérifie la conviction et qui a des fondamentaux. Comment vous travaillez ensemble? Déjà, pour ce qui me concerne, c'est un peu moins vrai de Charles, quoique Charles a aussi pas mal bossé dans les grands groupes. Mais on est plutôt des gens qui ont fait pas mal de management dans nos vies, moi dans des grands groupes. Donc, quelque part, la délégation contrôlante dans le bon sens du terme, je sais ce que ça veut dire. Donc, déléguer et structurer, je sais comment ça fonctionne. Donc, on a d'abord mis des process, que nos métiers, c'est comme des métiers qui sont assez encadrés. À la fois, on a envie d'avoir des coups de cœur, mais ces coups de cœur, il faut se faire une conviction, la démontrer, et ensuite, il faut processer tout l'investissement. Et donc, on a encadré ça pas mal, avec quelques règles, malgré tout, quelques guidelines. On a un comité d'investissement par ligne métier, comme tu le disais. Systématiquement, 2 membres du comité de direction sur 3. Il y a Charles dans le comité de direction, moi et Laurent Dumas. Oui, je me souviens très bien de nos discussions avec Laurent. Quelqu'un de top qui nous a rejoint au tout début. Il y a 2 de nous 3 systématiquement dans tous les comités d'invest. Et au début, il n'y avait qu'un seul comité d'invest qui chapeautait tous les lignes métiers. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans, le temps qu'on puisse roder un peu tout le dispositif. Très vite, pour des raisons de confiance, de délégation et d'expertise, on a mis les gens, en tout cas seniors, des lignes métiers dans les comités d'investissement, mais à chaque fois en gardant 2 sur 3 présents dans chacun des comités. Et typiquement, c'est des comités de quoi? 5 personnes votantes? 4-5 personnes votantes. 4-5 personnes votantes, ouais. Tes 2 experts métiers plus 2-3 membres du comité. Okay, et on a une règle entre nous qui est de dire si un des membres du comité de direction ne sent pas le sujet, indépendamment de la majorité qui peut ressortir, c'est un point dont on discute tous les 3, Charles, moi et Laurent. C'est pas pour dire que ça se fera pas, mais à chaque fois, c'est un petit warning qui se lève en disant, voilà, si un de nous 3, nous 2 présents dans un des comités qui a un doute, ça justifie, compte tenu de son côté senior, de se réinterroger sur le projet, de rechallenger, puisque, bien entendu, avant le comité d'invest, on a des réunions de deal flow, on a des notes d'investissement, on a des Q&A où on critique, et on charcute, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on triture beaucoup les projets avant d'arriver au comité d'invest, bien entendu. Mais cette règle-là qu'on s'est donnée, qui est de dire, les seniors, bien sûr, votent, nous également, et si on a un doute, l'un des 2 membres du comité de direction, on se réinterroge, c'est notre espèce de garde-fou à nous, finalement. Et sans rentrer trop dans la technique, c'est des votes à l'unanimité, à la majorité, parce que j'ai discuté de ces sujets-là des dizaines de fois avec des confrères. Ouais. Finalement, les sociétés de gestion sont des sociétés complexes où ce processus de prise de décision, en fonction de comment il est articulé, etc., ça peut faire le succès ou l'échec d'une société de gestion. Tu as raison, effectivement, c'est des process très complexes qui passent y compris par des relations entre des hommes et des femmes. Donc il y a l'influence que l'un ou l'autre peuvent avoir selon sa conviction, la démonstration. Gut feeling par moment. Exactement, il y a une question de feeling. Donc nous, on essaie de rester le plus froid possible par rapport à ça. Le gardien du temple en la matière, c'est Laurent qui fait ça super bien, c'est d'être très analytique. Alors, bien sûr qu'on a des convictions, bien sûr qu'on peut avoir des coups de cœur pour des investissements. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, on ramène tout ça, entre guillemets, à une grille d'analyse pour que le résultat des courses et l'argumentaire donné par les uns les autres soit le plus factuel possible. Et ça se fait à la majorité, pas à l'unanimité. Pour autant, s'il y a une majorité avec un des membres qui a un gros doute, on va parfois, parce que je pense que c'est mieux, là aussi se réinterroger et rebalayer un peu le sujet pour voir si on n'a pas raté quelque chose. Mais c'est l'unanimité, pas la majorité, pardon, pas l'unanimité. Pas l'unanimité. Comment vous gérez l'accompagnement de vos participations une fois que vous avez investi? Pour être honnête, on s'est rencontrés par l'intermédiaire historique du fonds French Tech Accélération, qui nous avait fait l'honneur, je pense, à vous et à nous d'investir dans les fonds qu'on gérait. Et typiquement, ce fonds était un fonds justement qui avait été lancé par Nicolas Dufourcq et ses équipes et qui voulait faire en sorte que des accélérateurs, des start-up studios, en tout cas des structures qui finançaient les entrepreneurs, se dotent de vrais programmes d'accompagnement, notamment pilotés par des entrepreneurs et des gens qui ont du vécu. Long story short, 10 ans plus tard, comment c'est structuré dans une société de gestion aussi importante qu'Epopé, avec 800 millions sous gestion et beaucoup de lignes, ce rôle d'accompagnateur? Écoute, d'abord, ça commence avant l'investissement. Puisque, pour être clair, nous, toutes les structures qu'on va accompagner,
On leur dit que la règle du jeu est simple. Si on a une conviction, si on a envie d'y aller, si on veut investir à leur côté, il faut qu'ils sachent qu'on aura un rôle pas intrusif, parce qu'on n'est vraiment pas intrusif, mais d'accompagnateur présent. Il faut que le manager, les managers, les fondateurs soient à l'aise avec l'idée selon laquelle on ne va pas être juste sur le porte-bagages, avoir mis de l'argent et à se revoir dans 5 ans pour savoir comment ça s'est passé. On va vraiment, au-delà des boards, être présent et avoir envie, à leur côté, en leur démontrant que c'est possible de créer de la valeur. Donc ça commence avant l'investissement. Une fois que c'est fait, on a un truc qui est assez basique. On a d'abord une équipe dédiée de 3 personnes qui ne fait que ça, de l'accélération, même si le mot peut être un peu galvaudé aujourd'hui, mais qui, sur des sujets RH, IT, intelligence artificielle aujourd'hui, bien entendu, marketing et autres, réseau, peut apporter un savoir-faire qu'on va structurer et le mettre à disposition. Et pendant une phase qui va s'écouler de 1 à 3 mois, quand on investit, on fait, le mot est peut-être un peu fort, mais un audit pour voir un peu quels seraient les besoins sur lesquels on pourrait combler des manques d'une entreprise qu'on accompagne et leur proposer des solutions. Les solutions peuvent venir de nous, de sociétés qu'on connaît, de partenaires qu'on peut avoir qui sont autour de nous, qui peuvent accompagner. Mais à chaque fois en leur disant, nous on a identifié ça, ça nous paraît clé. Donc soit vous avez une réponse vous-même à apporter à ce sujet-là, soit on vous propose un accompagnement. Mais il ne peut pas y avoir un trou dans la raquette, entre guillemets. Ça, si on pense qu'il faut le faire, et si on a réussi à faire la démonstration, c'est que si on ne le fait pas, ça va marcher moins bien que si on le fait. Donc nous, on vous propose de le faire avec vous. Si vous voulez le faire différemment, c'est possible. Mais sachez qu'on est à votre disposition. Donc on essaie vraiment d'avoir ce rôle un peu de sparring partner qui met en exergue les vrais sujets sur lesquels il faut travailler, qui propose des solutions et qui, si cette solution est retenue, va la mettre en œuvre avec l'entreprise. Et si ce n'est pas le cas, ils doivent eux-mêmes nous apporter la réponse au problème qu'on a identifié. Et ça se passe plutôt bien. On n'a jamais vu, en tout cas, j'ai jamais vu l'entrepreneur ou homme ou femme qui refusent effectivement qu'on les accompagne au tout début. Ils ont juste un problème de bande passante, donc il faut être capable d'être le plus présent possible selon les sujets. Ils ont parfois un problème également d'acceptation qu'on puisse venir faire un peu d'immixtion dans leur day-to-day. Ça, on ne l'a pas vraiment observé, mais systématiquement, on a des gens qui sont plutôt très willing, qui ont envie qu'on les aide. J'étais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui accompagne de nos participations, qu'on a mis dans la boîte pour le coup. C'est-à-dire que lui, c'est un operating partner qui accompagne une participation sur un sujet très particulier. C'est sur le parcours, c'est sur la numération de documents et l'intelligence artificielle associée. Il a un grand background là-dessus. La participation est très heureuse. Elle a quelqu'un qui vient à la fois lui apporter les bonnes idées et très opérationnel, donc peut l'accompagner de manière très claire, sans être non plus celui qui fait, mais apporter des ressources ou autres. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, mais le contrat est clair en amont de l'investissement. De sorte que quand on a investi, personne ne dise moi, j'ai pas envie de ça. Ouais, tu as raison. Je pense que quand on investit, la feuille de route et la place qu'on va occuper ou pas, c'est important d'en discuter. Pour te partager un bout de mon aventure sur OVNI Capital. On a créé la société de gestion en 2022. Et en fait, très tôt, j'ai vu que ce rôle d'operating partner allait me permettre de gérer ce roadshow, investir et déléguer finalement une partie de mon rôle pendant cette période un peu critique. Sûr, ouais. Et donc, si je prends l'exemple d'une ligne comme Acceptio, qui est la première ligne de notre fonds Venture, eh ben, typiquement, je suis techniquement le représentant au board et j'ai délégué mon siège à Antoine Bonavita qui a vécu une expérience avec Gilles Chetala et Hervé Brunet, Sticky Ads, qui a été vendu 100 millions à Freewill, qui connaît les enjeux de la boîte, qui, comme tu dis, crée de la valeur, apporte une vision technique, apporte un réseau. Les entrepreneurs sont ravis. Moi, ça me permet, sur les 2 premières années de la création de la société de gestion, de me concentrer sur le fundraising, sur le recrutement et sur d'autres sujets. Et puis, une fois qu'on a clôturé nos fonds, etc., de revenir dans ce board, d'apporter autre chose. Et moi, j'aime beaucoup travailler les dossiers en duo. Je crois que sur tous les deals que j'ai fait ces dernières années, à chaque fois, j'essaie de créer cette forme de duo investisseur-operating partner. Raison, c'est fondamental. Et ça m'apporte beaucoup, d'autant que j'ai pas l'expérience que tu peux avoir et le recul. Et donc, je considère que des profils seniors qui ont 10-15 ans d'expérience dans l'industrie, je pense à un Emmanuel Grenier, l'ancien patron de Cdiscount qui est dans notre fonds, ou même à un Bertin Naoum qui m'a aidé sur un dossier comme Resolve Stroke. En tout cas, moi, ce que je peux partager, c'est que je ne sais pas aujourd'hui faire mon métier autrement. Mais tu as raison, la règle des 4 yeux, je trouve que c'est une bonne règle. Et c'est pas juste une règle des 4 yeux pour le contrôle, c'est qu'en fait, on réfléchit mieux à plusieurs. Confronter ses idées à quelqu'un d'autre, c'est intéressant. Sur nos métiers, c'est comme des métiers dans lesquels il faut malaxer beaucoup la matière. Il faut être humble d'abord par rapport à la matière qu'on a amené à traiter, notamment quand c'est du VC, c'est parfois encore plus dur parce que c'est une PME, souvent, tu as un track record, tu as une trajectoire, c'est plus simple.
Dans le VC, il y a croire dans la stratégie. Des fois, on devine à peine ce que ça va pouvoir donner à 4-5 ans, souvent d'ailleurs. Et donc, il faut avoir vraiment cette capacité à accepter la confrontation des idées. Je trouve que tu as raison, être en binôme, nous, on le fait systématiquement aussi. Il y a toujours un senior et il y a quelqu'un derrière qui peut être senior ou junior d'ailleurs, qui suit la ligne aussi. Quand je dis suivre, c'est pas faire le reporting, et là également pour challenger ce qu'on pense de ce qui va se passer dans l'entreprise. Et ça, je pense que c'est fondamental. Nos métiers, en tout cas, c'est pas des métiers de gens isolés. Il faut pas que c'est pas du tableur Excel seulement d'abord, ça se saurait. Et c'est pas des métiers de gens isolés. Il faut d'abord créer la relation d'entrepreneur, être capable de bien critiquer ce qu'on est en train d'observer et surtout partager beaucoup. Nous, on partage énormément l'information, énormément les idées qu'on peut avoir sur la trajectoire de telle ou telle boîte. Génial. J'aimerais, si tu es d'accord, aller un peu plus en profondeur sur cette partie qui m'est chère du venture capital, sur les 80 millions que vous gérez et que vous avez investis. Est-ce que tu peux partager aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent des cas un peu pratiques d'investissement que vous avez réalisés, des success stories, mais aussi des sociétés où vous avez dû mettre les mains dans le cambouis, en fait. Qu'est-ce que ça t'a appris à titre personnel, finalement, ces 10 ans de recul, et voire plus, parce que je sais que tu avais commencé avant aussi avec Crédit Mutuel Arkea. J'ai appris ou confirmé quelque chose que je savais déjà, mais qui reste une règle immuable, c'est que il vaut mieux un excellent entrepreneur ou équipe-entrepreneur et un projet moyen que l'inverse. Et je dis ça pourquoi ? Parce que on a eu des boîtes qui se portent très très bien. Je pense à Shopopop, je pense donc dans la conso collaborative, je pense à Ecotree, je pense à quelques autres boîtes comme ça qui ont une très belle traction. Et puis c'est des boîtes, y compris certaines les deux que je viens de citer, qui ont parfois eu des moments un peu plus compliqués. Et ce qu'on voit, la différence qui se fait, c'est la différence par l'équipe, le fondateur souvent, et l'équipe d'entrepreneurs. C'est leur capacité finalement à pivoter, comme on dit, à retourner le modèle, à être résilient. Il y a quand même une réalité, c'est que c'est la vie d'entrepreneur dans le VC et singulièrement ces dernières années, c'est pas forcément tout simple. Ceux qui ont levé beaucoup d'argent à un certain moment, ils sont tranquilles pendant quelques années. Ceux qui n'ont pas forcément levé beaucoup d'argent et qui vivent le moment actuel, qui n'est pas forcément hyper facile pour aller lever du cash, il faut être capable d'être économe, d'être malin, de patienter, de trouver d'autres leviers de développement. Et ça, j'ai confirmé ce que je savais déjà. J'ai confirmé que il faut d'abord, et c'est l'intuition de qui va bosser avec nous qui est plus importante que le projet qu'on va mener. Il faut bien sûr un projet sympa, mais quand Jean-David Chamboredon, il y a quelques années, me parle, quand il arrive chez Isaïe, de Blablacar, et il a une petite intuition, comme Uto à l'époque, il a une petite intuition effectivement sur ce qu'il faut faire, mais surtout il y a Fred Mazella qui est un gars brillantissime, qui a montré 10 fois qu'il savait changer de pied, être résilient. Je me rappelle Frédéric me dire dans un café du 17e, moi j'ai un truc que je sais très bien faire, c'est manger des pâtes tous les jours, donc je suis capable d'être très 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 patient, et c'est ça qu'on apprend finalement. L'entrepreneuriat, tous ces comme moi, c'est quelque chose de compliqué, de difficile, de dur. Et ce qui est le pire, c'est pas d'avoir un business model qui fonctionne pas très bien. Ça en arrive toujours. Si en tout cas, c'est pas la cata au départ, à pivoter. Mais d'avoir des gens qui lâchent, qui ne sont pas capables d'être résilients, de se reconnecter, de continuer effectivement à avancer, ça c'est ce qui est le plus dur. Et moi, ce que j'observe tous les jours, c'est vraiment VC, mais dans d'autres domaines qu'on peut avoir, mais singulièrement VC, les boîtes qui marchent le mieux, à la fin, à business model équivalent, on va dire en sens de la qualité, c'est celui qui, quand il a la tête qui tape dans la butte, il va continuer quand même malgré tout, il finira par franchir la butte. Et ça, c'est hyper important. Et ça, comment tu le détectes quand tu rencontres quelqu'un, que tu passes 1 heure avec lui? C'est quoi les questions que tu poses? Et dans la carrière magnifique que tu as eue chez Arkea ou avec Epopé, c'est quoi les soft skills? Comment tu arrives à jauger ça finalement? Moi, je crois que je suis quelqu'un qui parle vite et qui suis bavard, mais je sais bien écouter également. Donc, j'écoute beaucoup. Face à un jeune ou une jeune entrepreneur, en VC, c'est souvent plutôt des jeunes, j'écoute, je vois un peu la posture, je vois comment on me raconte l'histoire, je vois ce qu'on essaie de me vendre. De ça, je déduis par l'expérience. J'ai envie de dire, c'est ce que je dis souvent aux jeunes chez nous, c'est que ce que j'ai de plus qu'eux quand ils sont brillants, il y en a beaucoup de gens très brillants, parce que j'ai de plus qu'eux à minima, c'est l'expérience. Et donc j'en ai vu des cas, et j'ai vu pas mal de cas qui marchaient bien et pas mal de cas qui marchaient pas bien. Et donc écouter, c'est déjà déceler un peu les signaux faibles de celui qui, ou de celle. Tu vois, quelqu'un, Céline Lazare par exemple, on n'a pas investi nous chez Litchi, mais Céline est venue nous voir quand j'étais patron d'Arkea. Et Céline, ça m'a pris 2 minutes 30 pour me rendre compte qu'elle était brillantissime et qu'elle avait un truc entre les mains. D'abord, dans la manière dont elle m'a écrit. La manière dont elle m'a écrit fait qu'elle a eu un rendez-vous dès le lendemain. Alors, j'avais un agenda quand j'étais chez Arkea qui était quand même très complexe. Alors, 1/2 heure, certes, mais j'ai vu 1/2 heure. La manière dont on m'a présenté son sujet, la manière dont elle a fait le follow-up de la réunion qu'on a eue ensemble. Ouais, c'est plein de petites choses qui sont parfois pas les mêmes d'une personne à une autre,
mais qui te font penser que tu as quelqu'un déjà de fiable. C'est pour moi la première grande qualité quand tu bosses avec quelqu'un, c'est que tu sois fiable, de loyal, qui a des bonnes idées, mais que surtout qui sait exécuter. Parce que je pense que les bonnes idées, j'ai envie de dire heureusement, malheureusement, à un moment donné, quand on en a une, il y en a beaucoup de gens qui l'ont au même moment ou quasiment. Par contre, la capacité à exécuter proprement, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça que j'essaie de détecter en écoutant beaucoup, faire la part des choses entre l'écume des choses et la réalité un peu du fond qu'il peut y avoir derrière. Et cette capacité à exécuter, si on va un peu plus en profondeur sur le sujet, comment tu la mesures? Comment tu l'illustres dans les boîtes de ton portefeuille qui ont le mieux réussi? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a parce que la capacité à exécuter, on la voit quand tu traces ta feuille de route, je veux dire, logique, prévue, etc. Donc là, tu vois celui qui scale la boîte de manière propre. Il passe de 0 à 40 collaborateurs. La boîte continue à grandir, son chiffre d'affaires se structure. Il n'y a pas d'IT qui part de travers, etc. Bon, tu vois, ça, tu le vois. Mais après, je trouve que tu le vois surtout, c'est évident de le dire, mais c'est tellement vrai dans les moments un peu plus compliqués. Parce que tu vois celui qui va, à un moment donné, avoir eu quelque chose qu'il savait faire comme une roadmap bien établie, et celui ou celle qui, au contraire, va savoir dire « Bon, moi, là, je vais changer de pied, je vais revoir les choses, je vais recruter un autre talent, je vais savoir me mettre en retrait pour prendre quelqu'un, effectivement, de plus opérationnel que moi sur telle ou telle thématique. » Tu vois, un des grands talents de Fred Mazella, en accord avec Isaïe peut-être, c'est d'avoir su, le moment venu, également mettre quelqu'un d'autre à la tête de la boîte, tout en restant très, très important dans le dispositif. Et je crois que c'est une somme de petites choses que tu vois dans ces moments-là où tu te dis, tu as affaire à quelqu'un qui a la maturité aussi, qui voit l'entreprise comme dépassant son cas personnel. Je pense que ça, c'est un truc très important aussi. Si tu vois les très bons entrepreneurs, Oui. dans le fait que ces gens voient leur entreprise comme pas un objet d'ailleurs, non, mais comme une personne morale dont l'intérêt est supérieur à leur intérêt personnel. Voilà. Et ils sont capables donc de prendre des décisions en fonction de ça. Là, j'ai un cas récent dont je ne parlerai pas, pour pas trahir le truc, mais je discute avec un entrepreneur dans une boîte qui n'est pas chez nous d'ailleurs, mais qui est une boîte qui est une très belle boîte, qui a une facilité possible qui consisterait à basculer du côté de ses investisseurs qui lui demandent de faire tel ou tel, et qui lui, pour l'intérêt de la boîte, voit les choses différemment. Il va se battre pour ça alors qu'il aurait une solution plus facile qui serait de dire ok, pourquoi pas, je fais ça différemment et puis quelque part ça se passe bien pour moi. Lui, il se passe comme il a une ambition pour sa boîte, il a une vision pour sa boîte, il est cortiqué, il a une colonne vertébrale qui fait qu'il voit les choses. Et ça, c'est hyper important. Et ça, tu le vois dans les situations. Quand je dis compliqué, c'est pas forcément quand la boîte va pas bien, c'est quand il y a un enjeu très fort. Tu vois les gens se révéler à ce moment-là. Et là, tu vois vraiment si tu as affaire à quelqu'un qui est quelqu'un qui sait bien faire du business ou quelqu'un, effectivement, qui, comme tu dis, pense l'entreprise qu'il dirige, qu'il mène, qu'il a créée, comme quelque chose qui le dépasse et qui doit lui survivre. Et ça amène à des comportements très différents. Et sur ton parcours personnel, ces moments de tension ou d'enjeux très forts, comme peut-être le moment où tu quittes cette grande banque, où tu lances Épopée, où tu te retrouves en roadshow avec peut-être des moments de creux dans la collecte. Toi, comment tu la vis? Comment tu restes constant? Pour tous les gens qui nous écoutent, quels conseils tu peux donner justement pour prendre les bonnes décisions et être au rendez-vous dans ces moments-là? Conseil, c'est toujours compliqué parce qu'on dit que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais bon. Ouais. Moi, j'ai fait un choix en 2020 qui était un choix de quitter l'environnement dans lequel je m'épanouissais, dans lequel j'avais plutôt, je pense, globalement fait le job. Et donc, dans lequel j'étais plutôt en sécurité. Et j'ai fait le choix de faire quelque chose qui, dans le secteur qui est le mien, peut-être pas... Il y a d'autres, mais pas très courant, qui est de dire je pars de zéro et je recrée quelque chose avec un associé, Charles, qui était très instrumental à l'époque, parce que finalement, Charles, c'était un peu mon parachute ventral, toi qui fais du son parachute. Ça, quelque part, je me dis, c'est un mec, il avait ça 10 fois, il connaît les codes, ça va aider. Bon. Tout ça pour dire que j'ai fait ce choix-là, donc ça veut dire qu'après... Eh bien oui, j'ai repris tout de zéro, j'ai refait mes PowerPoint, j'ai refait mes Excel, j'ai pris des portes de saloon, j'ai eu des gens qui ne me répondaient plus, j'ai sollicité, je fais toujours 25 fois des gens qui ne répondent pas toujours, mais je considère que, moi je dis toujours, je suis sportif comme tu le sais, on en parlera peut-être tout à l'heure, et je dis souvent aux équipes, vous savez, quand on fait du vélo, moi je fais du vélo assez haut niveau, c'est pas vent dans le dos qu'on fait la différence, c'est vent dans le face, c'est quand c'est dur qu'on fait la différence. Et quand c'est dur, celui qui gagne, c'est celui qui lâche en dernier. Et donc, j'ai envie de dire que c'est assez simple. La réussite, en tout cas la petite recette que je peux donner, c'est si en tout cas on va dans le bon sens, si en tout cas on a la bonne stratégie et conforté par ce qu'on entend autour de soi, par sa propre conviction, par des vraies réflexions, je veux dire, il ne rien lâcher. Moi je pense que l'entrepreneuriat, je le vis à mon niveau aujourd'hui dans ce qui est notre activité en tout cas, c'est un métier où j'apprends rien, mais c'est celui qui est celui ou celle qui est le plus résilient à idées équivalentes qui va gagner. Et donc, c'est celui qui lâche en dernier qui quelque part, remporte le morceau. Donc, c'est peut-être ça le conseil que je donnerais. Et puis, faire attention, parce que ça s'entraîne.
Être capable d'être résilient, d'être fort, c'est être capable de s'écouter, c'est être capable de se ressourcer, c'est être capable de récupérer. Voilà, donc c'est une forme d'entraînement de sportif de haut niveau, entrepreneur. C'est un muscle, peut-être c'est la transition naturelle. Je te disais juste avant d'enregistrer que bon, ça fait des années qu'on me parle du vélo, tu m'en as parlé, Gary Hansens, qui est aussi un de nos souscripteurs, m'en a parlé. Et donc, il y a 2 mois, je me décide un peu sur un coup de tête d'acheter un Gravel. Très bon choix. Première sortie, 3 jours après, le Ventoux, pour commencer en douceur. Ouais. Toi, tu es un véritable passionné, tu as été à haut niveau dans ce sport-là. Tu peux nous en parler, nous expliquer ce que ça t'a apporté. Je ne vais pas le citer, mais j'ai un grand patron d'une banque française qui me disait que des décisions très structurantes, fusion, acquisition, cession, par moment, il les avait pris sur son vélo. Raconte-nous, toi, ce que ça t'a apporté, cette passion. Ça m'est arrivé. C'est vrai que ça m'est arrivé de prendre des décisions. En tout cas, d'avoir le cerveau beaucoup plus clair après un effort à vélo qu'avant. Ça, c'est vrai que ça m'est arrivé. Ça m'aide beaucoup. Après, le vélo, pour moi, ça a surtout été... Alors, quand j'étais jeune, et aujourd'hui, c'est un peu différent, mais quand j'étais jeune, bon, ça m'a appris ce que c'est... Le vélo, c'est un sport d'équipe, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un sport d'équipe qui se gagne tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coureur au Tour de France, Pogacar est compris pour ceux qui connaissent, qui peut gagner le Tour de France tout seul. Donc, c'est aussi un sport d'équipe. Mais c'est un sport d'équipe, c'est un sport d'humilité, extrême humilité. Tu te trouves toujours plus fort que toi sur un vélo. C'est vérifié par A plus B, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis c'est un effort d'abnégation. C'est-à-dire que c'est un sport sur lequel qui est très ingrat comme la course à pied. C'est-à-dire que, pardonnez-moi pour ceux qui aiment le foot, mais le foot, tu t'arrêtes 6 mois, ta technique, normalement en tout cas, elle reste globalement là. Tu t'arrêtes de faire 6 mois du vélo, la technique consistant à tourner les jambes ne va pas te servir très longtemps pour monter le Ventoux. Hein. Ça, c'est sûr qu'au bout de 5 km, tu vas t'en rendre compte assez facilement. Donc c'est très ingrat, ça demande d'être très exigeant et comme dit souvent, de commencer par motivation et de continuer par discipline. Donc ça, c'est les valeurs un peu de base que ça m'a appris. Aujourd'hui, c'est un sport qui m'accompagne, pas tous les jours, mais une bonne partie de la semaine. J'en fais 3-4 fois par semaine. Alors, aujourd'hui, le vélo, pour moi, c'est d'abord de home trainer, parce que c'est fractionné, c'est très formaté, 45 minutes et c'est réglé. Et le week-end, j'en fais un peu plus sur les routes bretonnes ou en Corse, parce que j'adore la Corse. Je fais beaucoup de vélo par là. Donc mais c'est quelque chose qui m'accompagne encore beaucoup, que je revendique beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où il n'était pas forcément de bonne loi d'aller dire qu'on faisait du sport, parce que faire du sport, c'est-à-dire que tu avais perdu 2 heures de temps sur le travail. Comment faire ? Et aujourd'hui, moi, je revendique ça, parce que je considère qu'être entrepreneur, c'est être sportif de haut niveau à sa manière. Et un sportif de haut niveau, eh bien, il fonctionne dans le domaine de cas avec sa tête, c'est sûr, c'est beaucoup, mais également avec son corps, en bonne santé. Et les deux doivent être en osmose. Donc moi, je revendique beaucoup plus, et j'incite les équipes d'ailleurs à en faire pas mal. On a une équipe chez Popé Gestion de très grands sportifs, des très très bons dans la boîte, de sports qui sont très différents, pas mal de course à pied, pas mal de vélo, et des choses comme ça. Et voilà, moi, je revendique, je le fais par hygiène de vie, par discipline. Et c'est vrai que parfois, ça m'aide à avoir les idées plus claires. Ça m'aide également à me faire des connexions. C'est que c'est un sport qui est devenu un sport de fou pour connaître les gens. Moi, quand je faisais du vélo à 17-18 ans, c'était un sport qui était pratiqué par des fanatiques, point barre. Aujourd'hui, je ne veux pas citer de nom parce que ce n'est pas l'objet, mais il y a plein de grands patrons que je croise qui me parlent pendant 3 quarts d'heure sur un entretien d'1 heure de ce que je fais à vélo, de ce que j'ai fait, et pendant 1 quart d'heure de business. Tellement ils sont passionnés de matériel, de route, de Ventoux. Il y a des très belles boîtes dans la scène management qui font la montée du Ventoux tous les ans. Je ne serai pas de nom là aussi, mais ça existe. Bon, bref, et nous, on fait un truc qui s'appelle la Belle Épopée. Donc, tous les ans, on réunit nos souscripteurs et partenaires et on fait avec eux 2 jours de vélo dans une région qu'on accompagne. Donc, voilà, il y a aussi ça. C'est devenu aussi un sport fédérateur. Donc, et puis, le vélo, c'est un peu le fil, c'est un peu si je peux me permettre ça, c'est un peu un fil conducteur dans ma vie. J'ai fait du vélo jeune et ça a été un truc pour moi hyper important. J'ai connu mon épouse grâce au vélo, c'est quand même assez rigolo, mais c'est vrai, parce qu'une de mes meilleures amies était championne de France, fêtait un diplôme à l'époque, m'avait invité à une soirée, j'ai connu mon épouse comme ça, donc c'est quand même assez rigolo. Et puis derrière, j'ai aussi, chez Arkea, eu l'occasion d'avoir mon meilleur ami aujourd'hui, qui est l'ancien patron d'une équipe de cyclistes professionnels. Donc voilà, le vélo pour moi, c'est un espèce de fil conducteur qui m'a à la fois appris des valeurs, permet de rencontrer beaucoup de gens, qui aujourd'hui m'accompagne pour porter, à mon avis, un message qui est de dire être entrepreneur, en tout cas pour moi, c'est revendiquer ce côté sportif de haut niveau et donc ça s'entretient. Et puis c'est un sport qui me permet de plus en plus de me connecter. J'aurais jamais imaginé ça, que je puisse utiliser une passion que j'ai eue il y a maintenant plus de 30 ans pour en faire quelque chose qui me permet de me connecter à plein d'entrepreneurs. Donc c'est assez magique pour moi. Tu parles de ton épouse et tu m'as parlé un petit peu du socle familial. Quelle importance ça a joué, ça, dans ta carrière ? Et je suppose que quand tu quittes tout et que tu crées Épopée, c'est aussi
pas du stress, mais des changements. La période de roadshow, tu es peut-être un peu moins en Bretagne et beaucoup plus ici à Paris. Comment tu l'as géré et quel rôle a joué cet environnement que tu décris? Moi, quand je quitte Arkea en 2020, comme je te dis, j'ai une belle situation à tout point de vue, y compris financier. Et quand tu pars créer ta boîte, tu recommences un peu à zéro. J'apprends rien à personne. Alors, j'ai un peu de patrimoine, donc c'est bien. Mais par contre, je recommence tout à zéro. Mes enfants, ma fille, on a une grande fille et un garçon qui ont 22 et 19 ans. Pas paniquer, mais un peu se demander comment ça va être quoi demain. C'est une dose de risque. Mon épouse a toujours été pas supportive, ce serait un grand mot, mais en tout cas, elle dit si c'est bien, si tu penses que c'est bien, fais-le. Donc elle est, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus quelque part. C'est vraiment génial quand on te dit ça. Si tu y crois, fais-le. C'est une marque de confiance comme importante parce que j'ai aussi une famille dont il faut que je m'occupe. Donc je pars dans ces conditions-là en 2020. Effectivement, comme tu le dis, avec à la fois ce côté saut dans le vide, à la fois qu'est-ce qui va se passer, et puis aussi l'occasion de faire toucher des valeurs à ma famille. Typiquement de leur dire, vous voyez, papa n'a plus de salaire, vous allez chez le médecin, vous êtes toujours soigné. C'est ça la France. La France, c'est un beau pays. C'est un pays qui sait accompagner. J'ai payé beaucoup d'impôts pendant longtemps, j'en paye plus, mais vous allez à l'école toujours, on a de quoi se nourrir, on a de la santé. Bref, c'est aussi l'occasion indirectement de dire les valeurs de la France, c'est aussi ça. Et puis ensuite, il y a la réassurance qui vient au fur et à mesure. Le temps que j'ai pu passer avec eux également, parce que paradoxalement, j'étais beaucoup plus absent avant quand j'étais DG d'Arkea, parce que j'étais toujours à Paris comme aujourd'hui, mais j'étais pris souvent le soir, très souvent. J'avais beaucoup de week-ends qui sautaient. Et là, aujourd'hui, j'arrive, tout en travaillant autant, voire plus, à organiser un peu plus ma vie. Tu as une liberté retrouvée de gestion de ton agenda, finalement. Mon agenda est moins contraint, il est moins contraint. J'ai des contraintes, mais c'est moi qui me les fixe davantage qu'avant. Il y a un grand groupe qui te donne souvent des contraintes d'agenda que je laisse imaginer à tout le monde, les conseils d'administration, les comités divers et variés. Donc là, j'ai plus cette latitude-là. Je suis plus proche d'eux, j'ai plus l'occasion de partager avec eux. Ils sont plus grands aussi, donc ils comprennent plus. Il n'y a pas de sujet autour de est-ce que c'était mieux avant ou moins bien. Mais en tout cas, ils regardent ça avec un attentif. Mais c'est vrai que c'est une période pendant laquelle il y a eu à la fois ce côté un peu peur, l'occasion également de faire toucher des vraies valeurs qui, là, pour le coup, c'est pas militant ce que je dis, mais un peu de ce qui est la force de notre pays quand tu repars de zéro. Et puis maintenant, il y a ma plus grande fierté peut-être, c'est quand je dirige Arkea. Dieu sait si je pense qu'on a fait des belles choses, pas que, mais on a fait des belles choses, mais c'était beaucoup plus abstrait pour mes enfants. 8 milliards de fonds propres, 250 milliards de total bilan, ils ne savaient pas trop de quoi en parler. Là, quand je leur dis, on a accompagné telle boîte, on vient de financer telle infrastructure, on a un fonds de dotation qui fait ça, ça leur parle. C'est du concret pour eux, c'est du concret qu'ils voient tous les jours. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a une forme de fierté, mais je sens au moins une petite fierté vis-à-vis d'eux que de pouvoir leur montrer ce que je fais et d'avoir le sentiment qu'ils comprennent que c'est utile. Voilà. Épopée, 5 ans, 0,800 millions. Si on se donne rendez-vous dans 5 ans, j'espère avant pour visiter la Bretagne à vélo ou emmener Mathieu avec Stéphanie plaisir, en Corse avec nous pour faire une sortie tous les trois. Qu'est-ce qu'on te souhaite et qu'est-ce que tu imagines ? Alors d'abord, la sortie à vélo en Corse, avec grand plaisir. Donc je note et on ira là où Mathieu préfère aller, au sud de la Corse pour moi, mais ailleurs si vous voulez. Je crois que c'est à peu près là où vivent ses parents. Notez, donc je compte sur toi, mais en tout cas on fera ça. Après, dans 5 ans, avant les chiffres, nous ce qu'on voudrait, c'est sur la zone qui est la nôtre d'abord, l'arc atlantique, donc Normandie jusqu'à le sud-ouest, devenir un acteur incontournable dès qu'on cherche du capital ou de la dette. On ne fait pas de dette encore, mais on voudrait le faire. Puis incontournable, ça veut dire qu'on est dans tous les tours de table, mais qu'à chaque fois que quelqu'un cherche à faire ça, une entreprise, elle pense à les réflexes Épopée Gestion. Ça, c'est le premier point qu'on souhaite. Top of mind. Voilà, exactement. Le deuxième point qu'on veut mettre en exergue, c'est qu'on pense qu'on a trouvé une place sous l'échiquier avec peut-être ce côté que j'aime bien revendiquer, c'est-à-dire qu'un petit qui fait comme les gros, c'est darwinien et disparaît. Nous, on a trouvé un petit truc qui fait qu'on peut exister et on espère pouvoir vendre des mandats à des grands instituts. On commence à le faire d'ailleurs, on en a un ou deux, sur telle ou telle poche, en CapDev, en VC, en immobilier, en infra, qui permettent d'aller ici ou là gérer 50, 100, 200 millions d'euros de poches que ces grands acteurs ne font pas parce qu'ils n'ont pas les compétences terrain notamment pour le faire. Donc ça, c'est le deuxième axe. C'est plutôt un axe métier. Le troisième, c'est de continuer à diversifier ce qu'on a commencé à faire, le retail. On ne fait pas de retail en direct, mais on a des réseaux de banquiers privés, de CGP, et de continuer à avoir des fonds qui soient vendus soit par ces réseaux-là, soit en assurance vie. Notre fonds infra est référencé en unité de compte depuis maintenant quelques mois. Donc ça, c'est un axe qu'on va vraiment bien forger. Et puis le chapeau de tout ça, c'est que nous, on a une conviction, c'est que d'ailleurs, tu en fais partie de cette conviction-là aussi, toi, tu as ça aussi, je sais, en tête, c'est que finalement, le territoire, c'est pas que le Grand Ouest, c'est du territoire partout. Et donc, en fait, on voudrait demain être capable, en approche qu'on appelle multilocale, de faire en sorte d'aller chercher les Ronan-le-Mois, les Charles-Capédic du Sud-Ouest, du Haut-de-France, de PACA, de Rhône-Alpes, et de quelque part de mutualiser l'infrastructure qui est la nôtre, et puis de faire ça peut-être dans quelques autres régions. Voilà, ça, c'est ce qu'on voudrait faire. La résultante étant de viser quelques milliards d'euros d'AUM assez vite, sans rentrer trop dans le détail, mais on vise 4 ou 5 milliards d'euros à l'horizon de 10 ans.
Et puis après, la profitabilité garantie ou assurée, parce que la profitabilité, c'est ce qui permet d'investir. Et notre métier, d'investir, c'est des équipes. Donc, il faut être rentable. Voilà ce qu'on aimerait faire d'ici 5 à 6 ans. Génial. Écoute, un programme magnifique. On est à 45 minutes et c'était un peu l'objectif de cette rencontre. Et puis, on va prendre, nous, quelques minutes pour échanger à l'issue de ce podcast. Merci beaucoup. Merci à toi. Toujours ce côté enrichissant à t'écouter, à comprendre un peu tes moteurs, ton parcours. Vraiment, quand Mathieu Stéphanie m'a dit non, mais en fait, le podcast OVNI, tu vas le faire et tu vas l'animer toi, alors qu'on venait de s'associer pour que ça soit lui la caisse de résonance. Au début, tu vois, c'est ce qu'on dit, ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment mon rôle? Est-ce que je vais avoir le temps de le faire, etc. Et en fait, quand tu as les moyens de Mathieu, que tu as son expertise et que tout de suite, tu es bien accompagné, bien entouré. Sa confiance, tu apprends vite, tu prends de plus en plus de plaisir, tu arrives à... et c'est pas dégradant ni critique vis-à-vis de nos premiers invités, mais à inviter des invités de premier plan. On a vraiment commencé avec nos souscripteurs, presque des family and friends, tu vois, de façon confidentielle. On a lancé le podcast, on n'en a parlé à personne, et puis il y avait quelques centaines de personnes qui nous écoutaient. Et aujourd'hui, c'est vrai que à la fois c'est intimidant d'avoir plusieurs milliers de personnes qui t'écoutent, et à la fois tu te dis, on peut pas, si tu veux, démultiplier l'impact qu'on a. Nos journées sont limitées. Notre métier, c'est de lever des fonds, de bien les investir. Et si 1 à 2 fois par mois, chaque membre de notre équipe prend 1 heure pour inviter quelqu'un comme toi qui a vraiment quelque chose à transmettre, en fait, on fait grandir tout le monde. Hein. C'est la phrase de Mathieu, nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Et donc, merci beaucoup d'avoir pris cette heure ce soir, avant, je le sais, un dîner et beaucoup d'autres obligations ensemble pour partager tout ça à tous nos auditeurs. C'est un plaisir. Pour finir là-dessus, ce que Mathieu a fait avec toi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Moi, je pense que la capacité des gens à faire des grandes choses, c'est la confiance qu'on leur donne. Moi, j'ai Jean-Pierre Denis, qui a été mon président pendant 12 ans, qui m'a nommé jeune directeur général, j'avais 36 ans. Et quelque part, ce qu'il a fait de plus fort, c'est la confiance qu'il m'a donnée, en me mettant en situation. Alors bien sûr, cette confiance, tu l'as dit tout à l'heure, elle donne parfois la boule au ventre quand tu commences à te mettre en scène dans un podcast ou dans un job ou autre chose. Mais je pense malgré tout que la plus grande chose, le plus grand cadeau qu'on puisse faire aux gens quand on travaille avec eux, c'est les mettre en situation. Il n'y a pas 36 solutions pour réussir à faire un podcast ou gérer l'entreprise. Il faut le faire à un moment donné. Et avoir derrière toi quelqu'un qui te donne cette confiance, parce que lui, il a déjà fait, il te dit, c'est toi qui vas le faire à ma place, ou je vais le faire, moi je vais être président, tu vas être DG. Je trouve que c'est ce qu'on peut faire. Moi, j'essaie de m'appliquer ça vis-à-vis des jeunes chez nous. Et je pense que c'est hyper important. Je ne suis pas surpris que ça se passe bien pour le coup. Ouais, écoute, nous, on a dû trouver une accroche pour ce podcast. Et du coup, c'était la plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Et en fait, tu as plusieurs réponses possibles. Soit c'est notre temps, soit c'est ce genre de choses que tu peux donner à un entrepreneur. La confiance, l'ambition, certaines connexions. Et en tout cas, dans nos métiers, il y a toute une partie qui est moins tangible que le montant du virement qu'on va faire, mais elles sont déterminantes dans les aventures des entrepreneurs qu'on finance. Exactement. Et comme je dis toujours, le chèque d'investissement, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est après. Comment on accompagne bien pour que ça devienne une belle aventure. Pour finir, un livre, un contenu, quelque chose que tu conseilles à nos auditeurs et auditrices de lire, de regarder, d'écouter? Alors, je vais paraître un peu old school parce que c'est pas un contenu d'actualité. C'est quelque chose que j'ai conseillé à ma fille il y a très longtemps de lire, que j'ai eu comme livre de chevet pendant très longtemps. Ça va faire sourire peut-être, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me replonge également, c'est les pensées de Pascal. Pourquoi les pensées de Pascal? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on y trouve des choses très intéressantes, y compris d'ailleurs quand on regarde un peu la société actuelle. Il y a des choses vraiment qui méritent d'être revisitées. Et la deuxième, c'est que les pensées de Pascal sont des fragments. Et ces fragments, c'est donc un bouquin qui, en édition de poche, doit faire 300 pages, je pense. Mais ces fragments ont la capacité à pouvoir être lus dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas besoin de commencer à la première page et finir à la 300e. Et moi, il m'arrive encore très régulièrement de ressortir ce bouquin que j'ai depuis donc une 30aine d'années, qui est un bouquin de poche que j'ai stabilo-bossé, de relire un certain nombre de pensées de Pascal. Et à chaque fois, j'y trouve, même dans mon job,
des choses qui me font réfléchir. Donc voilà, c'est pas un bouquin dit d'économie, dit contemporain, mais c'est quelque chose qui m'accompagne régulièrement. Écoute, il y a certains bouquins qui sont intemporels, Exactement. qui sont intéressants, et donc on mettra le lien pour tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes arrivés au bout de ces 45 minutes, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager sur LinkedIn et autres réseaux sociaux. Merci encore, Ronan. C'était Merci à vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci. À bientôt. Au revoir.